Mes propres proches m'ont envoyé un texto. On a besoin d'espace loin de toi. Ne tendez plus la main à aucun de nous. Pas d'appel téléphonique d'abord, aucune chance de reprendre mon souffle. Juste une ligne glacée qui brillait sur mon écran, comme un panneau de danger clignotant. Je restais figé dans mon petit appartement et la pression silencieuse sur moi me semblait plus lourde que n'importe quel match de cris que nous ayons jamais eu. Au lieu de plaider, au lieu de m'effondrer, j'ai tapé la réponse la plus stable que j'ai jamais écrite de ma vie. Ils n'avaient aucune idée de ce que ce seul instant finirait par leur coûter. Avant d'entrer dans ce qui s'est passé ensuite, appuyez sur le bouton « J'aime » et dites-moi votre ville dans les commentaires afin que je sache qui est là-bas en train de lire avec moi. Je m'appelle Maeve Whitlock et pendant pratiquement toute ma vie, j'ai été la personne à qui tout le monde tend ses ennuis, comme on tendrait un vieux manteau à quelqu'un, avec désinvolture, sans jamais se demander si j'avais vraiment de la place pour le tenir. Je travaille dans la paix dans un centre médical du centre-ville, une carrière fondée sur la structure et la précision. Deux qualités auxquelles je me suis fermement accroché pendant des années. Mon appartement reflète cette même énergie, des lampes chaudes, des comptoirs bien rangés, des reçus triés par couleur dans un tiroir qui se bloque un peu chaque fois qu'il fait humide. Rien d'extravagant, juste régulier. Et dans ma famille, la stabilité s'est toujours traduite par une chose, c'est moi qui paie la facture. Ma mère Linda adore répéter que la famille prend soin de la famille. Elle le dit généralement debout près de l'évier, torchon à la main, faisant ce truc où elle traîne au milieu de la phrase et soupire au lieu de finir. Mon père Robert préfère une approche différente, des discours sur la loyauté et l'obligation, sur le fait qu'il n'a pas élevé une fille qui compte des sous avec son propre sang. Quand sa voix devient tendue, c'est le signal que je suis censé couvrir toutes les dépenses qui se cachent en arrière-plan. Et puis il y a ma sœur cadette Nora, 3 ans derrière moi en âge mais toute une vie devant moi en volume. Elle a toujours su exactement comment attirer toute l'attention dans une pièce. De nouveaux vêtements, de nouvelles coiffures, un nouveau chaos. Elle aime m'appeler la caissière de banque, à moitié en plaisantant, à moitié en l'utilisant comme un coup, et toujours pratique chaque fois qu'elle a besoin d'aide pour un dépôt ou un paiement de voiture. Chaque fois que j'essayais de repousser, toute la famille se joignait au signal. Ne réagis pas de manière excessive. Tu sais qu'elle ne peut pas se débrouiller toute seule. Tu sais que tu es le responsable. Même des parents éloignés ont joué le jeu. Notre discussion de groupe familial était pleine de choses ordinaires, d'images, de blagues, de petites plaintes, jusqu'à ce que l'argent entre dans la conversation. Puis soudain, tout le monde avait quelque chose de pointu à dire, des rappels de tout ce que mes parents avaient sacrifié, à quel point Nora avait besoin d'une pause, comment je ne devais pas rendre les choses inconfortables. Il n'a jamais semblé important qu'aucun d'entre eux ne comprenne mes finances ou les sacrifices que je faisais, chaque mois juste pour que toute la famille soit financièrement debout. À travers tout cela, le seul parent qui n'a jamais essayé de profiter de moi était mon oncle Grant. Il dirige une petite entreprise de déménagement de l'autre côté de la ville, le genre de travail qui construit des bras solides et des instincts pointus envers les gens. Il ne m'a jamais rien demandé, jamais même fait allusion. Il a simplement prêté attention. Je n'ai compris à quel point cela deviendrait important que bien plus tard. Pendant des années, je me suis convaincu que c'était ainsi que fonctionnèrent les familles, que chaque ménage attribuait des rôles et que le mien faisait de moi celui qui gérait les urgences, couvrait les déficits et absorbait les promesses sans fin de « je te rembourserai » qui ne se sont jamais réalisées. Je me suis dit que rien de tout ça n'était personnel. Mais chaque fois que j'ouvrais mon application bancaire, chaque fois que je regardais mes propres objectifs se rétrécir pour que les leurs puissent s'étendre, quelque chose en moi se resserrait. Et puis vint la nuit qui a tout changé, la nuit où ce message est arrivé, celle qui ressemblait moins à des mots sur un écran qu'à une porte qu'on me claquait au visage. Les jours qui ont précédé ce message portaient une tension étrange que je ne pouvais pas tout à fait nommer à l'époque. De petites fissures, des piqûres silencieuses, des moments qui auraient dû glisser tout de suite mais qui se sont logés sous ma peau. Ça a commencé avec Nora, comme toujours. Elle s'est présentée chez mes parents vêtue d'un tout nouveau manteau, les étiquettes toujours raides contre le tissu, parlant déjà d'un plus bel appartement qu'elle avait à l'œil à travers la ville. Elle n'a même pas regardé dans ma direction quand elle l'a dit. Elle n'en avait pas besoin. « Tu couvres la caution, d'accord ?» demanda-t-elle, les yeux rivés sur son téléphone, le ton aussi léger que de commander à dîner. J'ai dit non, pas avec colère, pas avec volume, juste un calme non que j'avais répété devant le miroir de ma salle de bain. Ma mère Linda s'arrêta en plein mouvement, une assiette toujours dans ses mains. Mon père Robert expira lentement, le son d'une pure déception. C'était assez. L'atmosphère a changé instantanément et soudain j'étais à nouveau le méchant. Nora n'a même pas cligné des yeux. « Allez, caissière de banque, dit, elle en souriant comme si je manquais une blague intérieure. Ce n'est pas grave.
Je suis parti tôt cette nuit-là, je me suis assis dans ma voiture pendant que le chauffage tiquait, et je me demandais pourquoi fixer une simple limite donnait l'impression de commettre un crime. Mais le vrai coup est tombé 2 jours plus tard lorsque le téléphone de mon bureau a sonné. J'ai repris de ma voix professionnelle, composée et coupée, seulement pour entendre le propriétaire de mes parents confirmer joyeusement le renouvellement d'un plan de paiement automatique. Mon plan de paiement. Il m'a remercié d'avoir renoncé à des frais de retard dont je ne connaissais même pas l'existence. Puis il a mentionné que mes parents lui avaient donné mon email professionnel et même mon emploi du temps pour qu'il puisse me joindre à un moment opportun. Je me souviens avoir regardé l'impression sur toile fade en face de mon bureau, les couleurs s'estompant alors que la chaleur montait dans mon cou. Ils n'avaient donc pas seulement dépensé mon argent, ils avaient ouvert une porte directement dans ma vie professionnelle et distribué mes détails privés comme des cadeaux. Je n'ai jamais imaginé que la vie privée était quelque chose que je devais protéger de ma propre famille. Soudain, je n'étais plus sûre d'en avoir du tout. Ce soir-là, je suis allée directement à leur appartement. Le couloir sentait le spray nettoyant et les restes de dîner. J'ai assis mes parents sur le canapé affaissé que j'avais acheté, Nora appuyée contre l'embrasure de la porte, et j'ai finalement dit les mots que j'avais avalés pendant des années. Je mérite de savoir exactement pourquoi je paie. L'expression de ma mère se durcit instantanément. Nous avons l'impression d'être attaqués. Mon père croisa les bras. Gardez ce ton pour vos collègues, pas pour nous. Nora se mit à rire dans le couloir. Devrions-nous vous donner un pourboire maintenant ou plus tard? Ce n'était pas bruyant, ce n'était même pas vraiment une bagarre. C'était pire, une cruauté désinvolte livrée avec la facilité de l'habitude. Je suis sortie sans finir ce que je voulais dire. Le lendemain après-midi, la discussion de groupe s'est allumée avec le message qui a tout changé. On a besoin d'espace loin de toi. Ne tendez plus la main à aucun de nous. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Il s'est simplement verrouillé en place, de façon permanente. Les minutes qui ont suivi se sont senties suspendues, comme si l'air s'était épaissi juste assez pour me maintenir immobile pendant que je traitais ce qui s'était passé. Ma famille n'avait pas demandé de distance, ils avaient émis une sentence. Pas de conversation, pas d'explication, juste un verdict, et presque immédiatement leur silence s'est installé, brillant, résonnant et définitif. Je me suis assis sur le bord de mon lit à regarder l'écran jusqu'à ce qu'il fasse noir. Pas de fureur, juste une clarté froide et apaisante que je n'avais jamais connue auparavant. Si la distance était ce qu'ils voulaient, je pourrais leur donner exactement cela. 1 heure plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un nom auquel je ne m'attendais pas, Oncle Grant. Il n'appelle jamais sans raison. Quand j'ai répondu, sa voix était calme et prudente. « Je suis chez tes parents », a-t-il dit. Ils m'ont demandé de les aider à faire leur bagage. Pendant 1 seconde, j'ai cru l'avoir mal entendu. « Emballe quoi ?» ai-je demandé. « Tout », dit-il doucement. « Vêtements, vaisselle, photos, il déménage. » J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'il l'était. Il ne s'agissait pas seulement de me couper, ils déracinaient toute leur vie, disparaissaient sans explication, me laissant derrière eux comme une dette qu'ils ne voulaient plus reconnaître. Grant hésita avant d'ajouter « Je m'assurerai que tout ce qui porte votre nom vous soit renvoyé. Ne t'inquiète pas pour ça. » Il n'a pas pris parti, il a simplement traité des faits. Et cette honnêteté, lui debout dans leur salon en train d'emballer leurs affaires, m'a frappé plus fort que le SMS lui-même. Après avoir raccroché, j'ai ouvert le tiroir où j'ai gardé des années de reçus codés par couleur. Loyer, services publics, transport, frais médicaux, abonnements, épicerie, tous les fils invisibles que j'avais utilisés pour coudre leur vie mois après mois. Je me suis toujours dit que je gardais ces enregistrements pour ma tranquillité d'esprit, mais à ce moment-là, ils ressemblaient plus à une carte, à un enregistrement de chaque partie de moi-même que j'avais abandonné juste pour les maintenir à flot. J'ai étalé les reçus sur le sol, vert pour le logement, jaune pour les services publics, bleu pour le transport, rouge pour les soins médicaux, violet pour les choses diverses dont ils ne se souvenaient même pas que j'avais couvertes. Les bords des papiers s'enroulaient légèrement, usés comme je le sentais. Je me suis assis là, sur le bois dur, les genoux relevés, et pour la première fois, je l'ai vraiment vu. Ce n'était pas du soutien, ce n'était pas de l'amour, c'était de la dépendance portant le masque du devoir, et j'étais devenu le cadre soutenant une maison qui ne m'a jamais fait de place. Cette prise de conscience ne m'a pas détruit, elle m'a libéré. Cette nuit-là, Elias est passé. Il n'a pas frappé fort, il a juste tapoté une fois et s'est laissé gêner comme le fait quelqu'un quand il se soucie suffisamment de rester doux avec vous. Ils vous ont envoyé un texto, dit-il doucement, connaissant déjà la réponse. Je lui ai tendu mon téléphone. Il a lu le message, la mâchoire serrée mais les yeux doux. « Tu ne mérites pas ça », a-t-il dit. «
Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas effondrée, j'ai juste expiré comme si une sangle autour de ma poitrine s'était enfin desserrée. J'ai fini, je lui ai dit. Elias s'assit à côté de moi parmi les reçus éparpillés. Alors commençons ici, a-t-il dit. Montre-moi tout ce à quoi tu t'accroches. Je lui ai passé la première pile, verte pour le logement. Il les feuilleta lentement, comme s'il lisait les dernières pages d'une histoire qui avait enfin un sens. Le lendemain matin, je me suis assis dans le bureau du docteur Priya et je lui ai tout raconté, le message, l'emballage, les années de tout cela. Elle a écouté, a hoché la tête et a finalement dit « Mav, mettre fin à une obligation financière n'est pas la même chose que d'abandonner quelqu'un. C'est se protéger soi-même. » Cette seule phrase était la permission que je n'avais pas réalisé que j'attendais. Au moment où j'ai quitté son bureau, mon esprit était calme, mes mains étaient instables et je savais exactement ce que je devais faire ensuite. Mon prochain message à ma famille ne viendrait pas de l'émotion. Il serait factuel, définitif et entièrement construit à partir de la vérité que j'avais portée seule pendant trop longtemps. Je n'ai rien envoyé ce soir-là. Je mets mon téléphone en mode silencieux et face cachée, comme tu le fais quand tu es enfin prêt à arrêter de le laisser contrôler ta vie. Le lendemain matin, lorsque je l'ai retourné, la discussion de groupe a été inondée, les messages empilés comme des dominos qui étaient tous tombés en même temps. Nora avait commencé, bien sûr qu'elle l'avait fait. « Où es-tu ? Pourquoi tu ne réponds pas ? Maman a dit que tu dramatisais encore. Alors, d'accord, on s'occupera de tout sans toi. S'il voulait vraiment de la distance, pourquoi exigeait-il une réponse ? J'ai fait défiler jusqu'au message d'origine. On a besoin d'espace loin de toi. Ne tendez plus la main à aucun de nous. C'était toujours surréaliste, net et net, comme une coupure de papier. Mais maintenant, j'avais quelque chose qu'il n'avait eu pas, la clarté. Je me suis dirigée vers la table de ma cuisine, j'ai étalé les piles codées par couleur de la veille et j'ai photographié chacune d'elles. Logement, services publics, soins médicaux, transport, abonnements, diverses, preuve de 7 années passées comme colonne vertébrale silencieuse de cette famille. Mes mains ne tremblèrent plus. Ils avaient l'habitude, mais pas maintenant. Ensuite, j'ai ouvert la discussion de groupe et tapé un seul message précis. J'honore votre demande d'espace. Vous trouverez ci-dessous un résumé des paiements que j'ai couverts en votre nom. Tout cela se terminera aux dates que j'ai marquées. Veuillez transférer les baux et les comptes à votre nom dans les 30 jours. J'ai joint les photos les unes après les autres. Envoyez, envoyez, envoyez. Puis j'ai ajouté la phrase dont je savais qu'elle les forcerait enfin à arrêter de prétendre qu'ils ne comprenaient pas ce que j'avais contribué. J'annulerai les dépôts directs en premier de main. Pendant 2 minutes complètes, rien. Je pouvais imaginer leur téléphone bourdonner, leurs yeux scrutant des numéros et des dates sur lesquels ils n'avaient jamais pris la peine de poser des questions. Puis la panique s'est installée. « Maman, Mav, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Papa, l'argent n'est pas la même chose que la famille, n'en fais pas une arme. Nora, tu es cruelle, tu fais ça juste pour nous humilier. » Ma tante est intervenue, puis un cousin, puis le partenaire de ce cousin. De petites bulles de frappe grises se sont multipliées sur l'écran comme statiques. Maman encore, nous voulions dire l'espace de ton attitude, pas de toi entièrement. J'ai répondu, votre message disait d'arrêter complètement de vous contacter. Je respecte simplement cela. Mon père a envoyé un long message sans ponctuation, pure frustration. Après tout ce qu'on a fait pour t'élever, c'est comme ça que tu nous rembourses ? On t'a fait confiance avec nos factures parce qu'on pensait que tu comprenais mieux la famille que ça. Je n'ai pas pris la peine de m'engager dans le voyage de culpabilité, j'en avais entendu toutes les versions pendant des années. Nora a ensuite changé de stratégie. Je n'ai pas les moyens de déménager maintenant, je finirai dans un endroit dangereux, vous soucieriez-vous même s'il m'arrivait quelque chose ? J'ai lu le message et je suis restée stable. La manipulation émotionnelle, leur tactique préférée. J'espère que tu restes en sécurité, ai-je répondu, mais je ne suis pas responsable de la façon dont tu choisis de vivre. Le silence suivit. Puis ma mère a appelé, puis mon père, puis Nora. Appel après appel, mon écran s'est allumé jusqu'à ce que je passe en mode « ne pas déranger ». Ils voulaient dire une réaction et j'ai refusé de leur en donner une. 1 heure plus tard, un nouveau message est apparu, non pas dans la discussion de groupe, mais en privé de Grant. « J'apporte des boîtes ce soir », a-t-il écrit. « Des choses qui t'appartiennent. » J'ai fait une pause, il m'appartient. Quand il est arrivé ce soir-là, il se tenait à ma porte, tenant 3 boîtes soigneusement scotchées, sa veste poussiéreuse après avoir transporté des meubles toute la journée. Ils ont essayé de me précipiter, a-t-il dit. Il m'a dit de sauter tout ce qui n'était pas clairement à eux, mais j'ai reconnu ton nom sur quelques points. Il posa soigneusement les boîtes. À l'intérieur se trouvaient des torchons inutilisés, un mixeur encore scellé dans sa boîte, une toupie qu'il n'avait même jamais installée, de petites choses que j'avais achetées pour leur faciliter la vie, mises de côté et oubliées, toujours emballées dans du plastique.
Grant a regardé mon visage pendant que je traitais tout cela. Vous avez fait beaucoup plus pour eux qu'ils ne l'ont jamais admis, a-t-il dit. Ne les laisse pas réécrire ça. Quelque chose s'est tordu dans ma poitrine de toute façon, le chagrin, je pense, pas de les perdre, mais de voir enfin la vérité sans que des années d'obligation ne l'obscurcissent. Après le départ de Grant, la conversation a de nouveau explosé. Maman, comment as-tu pu laisser Grant voir nos affaires privées? Papa, on ne te pardonnera jamais de nous avoir embarrassés de cette façon. Nora, j'espère que tu es fière de toi, tu as tout gâché. Je n'ai rien tapé en arrière. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir et me suis versé un verre d'eau à la place, le buvant lentement et délibérément. 10 minutes plus tard, le ton est passé de la colère à la supplication, prévisible comme la marée. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, ton père n'arrive pas à dormir. Papa, j'ai travaillé toute ma vie, tu me dois du respect. Nora, si tu annules le forfait téléphonique, comment suis-je censée aller au travail ou demander de l'aide? Je n'ai répondu qu'une seule fois. J'ai fini de discuter d'argent. Une autre longue pause a suivi, puis le schéma qui définissait ma famille depuis des années s'est finalement fissuré. Nora a réessayé, je ne comprends pas pourquoi tu as si froid. J'ai répondu, tu m'as dit d'arrêter de te contacter, je fais simplement exactement cela. Cette fois, personne n'a répondu. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je puisse entendre mon réfrigérateur bourdonner, des pas traînant dans l'appartement au-dessus du mien, des sons réels, des sons présents, ma propre vie me revenant tranquillement. Mais la paix n'a pas duré. Vers minuit, la conversation s'est rallumée, cette fois avec la famille élargie qui se joignait à elle. Ma tante a écrit « On ne s'attendait pas à ça de toi, Mav ». Un cousin a ajouté « Cela semble extrême, vous auriez pu le gérer différemment ». Un autre parent est intervenu, les familles sont censées se sacrifier les unes pour les autres, pourquoi pas vous? Je n'ai répondu à rien de tout cela. Au lieu de cela, j'ai téléchargé un document, des modèles de budgétisation, des ressources d'aide à la location, les coordonnées des fournisseurs de services publics, des outils pratiques pour les aider à se débrouiller seuls. Au fond, j'ai écrit « Tu es capable, tu l'as toujours été ». Aucune réponse ne suivit, juste un calme si complet qu'on avait l'impression de sortir d'une tempête dans un couloir tranquille. Vers 2 heures du matin, un dernier message est apparu de ma mère. « Si tu vas jusqu'au bout, tu es mort pour moi ». J'ai regardé cette ligne pendant longtemps, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ce n'était vraiment plus le cas. « Je suis désolée que tu te sentes de cette façon », ai-je écrit. Puis j'ai mis mon téléphone face cachée. Assis dans l'obscurité de mon appartement, j'ai ressenti quelque chose qui m'a surpris plus que leur colère ne l'aurait jamais pu, un soulagement. Au matin, la conversation était devenue complètement silencieuse, un calme inconnu après des jours de bruit. J'ai préparé du café, je me suis assis à ma petite table de cuisine, et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas préparé à une crise. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et terminé ce que j'avais commencé. J'ai mis à jour les mots de passe, supprimé ma carte des comptes partagés et mis fin à tous les paiements liés à leur nom. Chaque confirmation ressemblait à couper un fil qui avait été enroulé trop étroitement autour de mes côtes pendant trop longtemps. Plus tard cette semaine-là, assis en face du docteur Priya, j'ai admis que je me sentais à la fois plus léger et terrifié à la fois. Elle sourit doucement. La paix peut sembler inconnue, voire effrayante, lorsque vous avez passé toute votre vie entouré de chaos. Cette nuit-là, Elias est venu avec des plats à emporter et une sorte de compréhension tranquille. Il n'a pas donné de conseils, il s'est simplement assis à côté de moi sur le canapé, son genou contre le mien, me gardant les pieds sur terre. « Je suis fier de toi », a-t-il dit, et pour la première fois, j'y ai vraiment cru. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie n'est pas devenue plus bruyante, elle est devenue plus claire. Je pouvais me promener sans vérifier constamment mon téléphone. Je pouvais préparer le dîner sans attendre que quelqu'un ait besoin de quelque chose de moi. Et lentement, le calme a cessé de se sentir comme une perte et a commencé à se sentir comme la liberté. J'ai appris que l'amour sans respect n'était jamais vraiment de l'amour et que les limites ne sont pas des actes de cruauté, ce sont des actes de survie. Si vous avez déjà dû vous éloigner de quelqu'un que vous aimiez juste pour vous protéger, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire signifiait quelque chose pour vous, cliquez sur s'abonner pour ne pas manquer la suite.